Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Comment survivre quand on a tout perdu? Comment relever la tête quand notre corps est meurtri? Comment croire en la vie quand il n'y a plus de lumière? Comment croire en soi quand on n'arrive plus à se relever? Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, je reçois Michael Ouassine, un homme qui a vécu le pire et qui pourtant représente l'incarnation même de la vie. Pendant cette pause, nous parlerons de peur, de foi, mais surtout de la vie. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde et tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Mickaël. Bonjour Tia, comment vas-tu? Super, et toi? Super, 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 super. Je peux pas aller mieux que j'aille en ce moment. T'inquiète pas. Ça. Alors, donc c'est très bien parce que moi aussi je me sens bien et je me dis qu'en ce moment ça fait du bien d'entendre des gens qui ont la chance d'être bien. Il y en a pas beaucoup, je dirais pas qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui vivent des choses compliquées en ce moment. On le comprend, mais c'est quand même toujours agréable de se dire waouh, j'ai une lumière en face de moi, donc je prends ces rayons, ça fait du bien. C'est très important, mais c'est important pour tous en fait de faire ça. Moi, je pense en fait que c'est souvent pas une question de survie, mais une question de vie. Donc voilà, souvent quand les gens me disent ouais, mais non, mais attends, est-ce que tes réactions ou tes choix de vie, c'est une question de survie? Je dis non, c'est pas une question de survie. C'est une question de choix de vie. Donc ça n'a rien à voir encore en fait. Exactement. Et ça fait une nette différence en fait. On va parler de ta façon de voir les choses. On va parler aussi de ta vie passée, de ta vie aujourd'hui. Parce que finalement, le plus important, c'est l'instant présent. Mais avant, la question signature du podcast, tu es plutôt thé ou café? Je suis plutôt thé. D'accord. Plutôt thé, ouais. Plutôt thé. On se fait une pause thé, ça me va. On va remonter le temps. Alors, t'étais quel genre de garçon quand t'étais enfant? On va déjà commencer par là. Waouh. Alors, quand j'étais enfant, j'étais le genre de garçon qui aimait toucher à tout. J'aimais partir à l'aventure, j'aimais beaucoup la pêche. J'aimais pas l'école. J'étais pas un garçon attentif à l'école, mais par contre respectueux des aînés. Et j'étais très aimé par mes professeurs, très apprécié par les gens généralement parce que j'étais vraiment j'avais ce respect des aînés et ce respect des autres aussi. Mais sinon après j'avais beaucoup de lacunes à l'école. J'étais un garçon qui aimait plus l'extérieur, plus l'aventure, la planche à voile notamment, la pêche, la mer et tout ce qui était enfermé dans une salle ne m'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu n'aimais pas à l'école? Est-ce que c'était la méthode d'enseignement ou, comme tu le dis, le simple fait d'être enfermé? C'est quoi que tu n'aimais pas? Déjà, c'était la méthode d'être enfermé. Ensuite, après, les cours. La théorie n'a jamais été mon fort. La pratique a toujours été mon fort. Mais la théorie, j'accordais pas d'importance à la théorie. C'est bien plus tard que j'ai découvert que la théorie pouvait aider vraiment et avait son importance. Mais je la négligeais beaucoup. J'aimais pas la lecture, hein. J'aimais pas l'anglais, j'aimais pas la langue française en fait. Du coup, j'avais du mal à m'exprimer. Mais ça devait être par rapport au fait que j'aimais pas la lecture. Donc du coup, je blâmais tout ce qui était orthographe et tout ça. Et ça aussi, ce n'est bien plus tard que j'ai compris l'importance de la situation, quoi, en fait, des choix que j'avais fait à ce moment-là. Mais en soi, j'étais un garçon qui avait quand même cette conscience éveillée sur la vie, le temps, l'importance de vivre en extérieur, d'observer les choses mais matérielles, quoi, vraies comme elles sont, pas comme on voulait pas comme on voulait m'apprendre. Et puis après, bon, j'ai grandi aux Antilles, je suis né dans le 77. Ouais. Mais j'ai grandi aux Antilles, à la Martinique plus précisément. Et la Martinique, pour ceux qui connaissent, c'est quand même
Il y a des fouilles, voilà, il y a des fouilles, il y a la mer, il y a le sable chaud, il y a le temps, il y a le magnifique temps. On peut dire ce qu'on veut de la Martinique, mais c'est quand même agréable. C'est la douceur de vie qu'il y a aux Antilles, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc c'est agréable et moi, un crabe qui passe, un petit poisson qui passe par là, moi j'étais à fond dedans, quoi. Tu vois, j'aimais ça. Donc Et du ton coup, c'était. adolescence en Martinique, elle était comment? Alors, Les elle est, activités? faut dire en fait que un adolescent en Martinique, mon adolescence en Martinique, et elle est empreinte de tout adolescent qui vit ici avec ce mélange caribéen. En fait, t'as tout ça qui t'arrive en même temps, tu vois. T'as le créole, t'as l'anglais, t'as le français, tu as les îles d'à côté, donc la Dominique, la Sainte-Lucie qui t'influence quand même, tu vois. Tu as cette envie de musicale en fait, donc toute cette nuance musicale qui t'arrive, toute cette cuisine musique, toute cette cuisine aussi qui t'arrive parce que t'as des goûts, t'as des senteurs, t'as des goûts particuliers. T'as la banane plantain qui t'arrive, t'as la banane de chez nous, t'as la banane dessert, t'as tout ça en fait. En gros, Tu me donnes faim. oui, mais voilà, mais mais notre l'adolescence c'est tout ça en fait. Et t'as le zouk, Ouais. t'as la musique, et dans ton adolescence, t'as les filles que tu commences à connaître, t'as les gens que tu commences à voir, tu découvres pas mal de choses. Il y a plein de variétés, les danses. Et du coup, mon adolescence c'est un peu perturbant, hein. Aux Antilles, c'est bon, je pense comme partout, comme dans tout pays, les adolescents ils sont un peu déjà, c'est perturbant cet âge. Mais en plus de ça, tu te fais sur une vie très extérieure de nudité, on va dire aussi, parce que tu es exposé à la nudité, hein. Tu es sur les plages, donc tu es exposé à la nudité. Donc il y a plein de choses. Là, on parle du cadre adolescent. Ouais. Un jeune adolescent, c'est ce monde qui s'ouvre à lui dans les Antilles. C'est très sexualisé. C'est pas que sexy, c'est sexualisé. C'est très compliqué en fait, hein, pour un petit garçon de 14 15 ans de gérer tout ça, hein. Ouais, Il faut oui, pour les filles aussi, mais il faut le gérer. Mais je crois que les filles sont un peu plus prêtes que les garçons à Je crois gérer. que nous, on nous en parle tellement, tu sais, on protège tellement les filles que quelque part, on sait peut-être avant vous de quoi il en recourt quand on est à moitié dénudé, quand on est souvent, comme tu le dis, sur les plages en maillot. On sait le regard que porte l'autre sur nous parce que nos parents protègent peut-être aux Antilles plus les filles que les garçons. Je ne sais pas si c'est de la protection, mais en tout cas, nous, nous inculquent certaines valeurs comme quoi les filles, elles doivent se protéger, elles doivent faire attention, alors que peut-être que les garçons ont plus de liberté à ce niveau-là. Eh ben, en fait, je parlerai pas plus de liberté, mais je parlerai plus du fait que vous ayez beaucoup de changements chez vous en adolescent, les seins, les fesses, les formes et les règles qui arrivent. Donc, vous êtes beaucoup plus conscientisé de la chose. Nous, on a peu de changements, à part les poils et les muscles et la voix. On a peu de changements physiques. Ouais. Et donc, on est moins interpellé sous l'intérieur. Donc, du coup, on est plus vulnérable, je veux dire, nous les garçons, à ne pas avoir cette conscience du corps et du pouvoir du pouvoir du corps sur l'autre, parce que vous avez le regard qui change sur vous à partir du moment. Moi, j'ai deux petites filles en fait, Manon et Chloé, et elles grandissent en fait, et je vois quand elles grandissent, elles ont 7 et 8 ans, et je vois qu'elles ont déjà un changement physique, Ouais. et donc du coup, quand elles vont arriver à 10, 12, 13 ans, le regard masculin sur la jeune fille, elles vont voir ce regard-là changer. Ouais. Donc, à partir de 14, 15 ans, elles ont un regard qui change. Sauf que nous, les garçons, on n'a pas ce regard qui change sur nous. On n'a pas un regard les filles ne nous regardent pas pareil, les hommes ne nous regardent pas, voilà, on n'a pas cette conscience de regard. Par contre, nous, on regarde les filles. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu sais pas, à un moment, elle se pose de vraies questions. Mais pourquoi j'ai mes règles et à quoi ça sert? Eh bien oui, tu peux faire des bébés demain, donc fais attention, tu as ça, et les garçons font faire attention parce que là. Et là, en fait, la fille, elle a déjà conscience de son pouvoir, ça devient attractif. Elle sait qu'elle est attractive, donc elle l'utilise comme elle veut. Soit elle l'utilise dans la sagesse,
soit elle l'utilise à faire ce qu'elle a à faire. Donc l'attraction qu'elle a, elle est consciente de ça, donc elle en joue. Et nous, comme on n'est pas près de ça, moi je suis tombé dans de nombreux, enfin je vais pas dire pièges, mais je me suis quand même fait avoir comme de nombreux garçons à tomber dans des jeux aussi et appris aussi par la suite qu'il fallait faire attention. Mais j'ai fait des erreurs, hein, comme beaucoup de petits garçons, comme beaucoup de choses. Je me suis fait avoir aussi. Comme aussi il y a beaucoup de petites filles aussi qui se sont fait avoir, mais il y a beaucoup de petits garçons qui se sont fait avoir. Donc j'ai aussi compris, parce qu'il y a une sœur et une maman très aimante, qu'il fallait faire attention. Et donc du coup, ma mère a été très transparente avec moi très tôt. Donc j'ai su jouer aussi au moment où il fallait jouer, et j'ai joué un moment longtemps avec ça. Ouais. Et j'ai brisé des cœurs, hein. Je pourrais pas dire que j'ai pas brisé, j'ai fait des conneries aussi. Je crois qu'on s'est connus justement à cette période où tu brisais les cœurs. D'ailleurs, tu parlais de musique. À l'époque, tu faisais parler, on peut dire, on appelle ça comme ça, un télécrochet en Martinique qui cartonnait. On s'est Exact. rencontrés à cette époque-là, donc ça remonte, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, ton chemin, en tout cas professionnel, était tout tracé? Ben, mon chemin n'était pas tout tracé. Je veux dire que à l'époque, quand on a fait Zoukamine Future Star, plus précisément, c'est l'équivalent de la Star Academy en France. Enfin, c'était l'équivalent de enfin, c'était le télécrochet de la Starac, mais version martiniquaise, Antilles. Ouais. Et ça m'a propulsé un peu plus en avant, mais j'avais cette conscience du travail, et je tarabustais le producteur à l'époque de cette émission, Jocelyn Votor, pour lui dire, écoute, tu sais quoi, moi, ton télécrochet là à chanter, ça m'intéresse pas trop, quoi, en fait. C'est vrai, moi, tu faisais ça? Pourtant, ouais. Mais je le faisais parce qu'il fallait jouer le jeu, mais au fond, moi, je voulais la caméra, en fait, et je voulais être derrière la partie technique, et ce qui m'a permis aussi d'entrer après à TV RFO. Ouais. En tant que journaliste reporter d'image, parce que je maniais très bien l'image, et du coup, en tout cas très bien la caméra, et ce qui m'a permis d'entrer dans les deux plus grandes télés des Antilles, en fait, hein, on va dire ATV et Martinique Première, qui est maintenant actuelle, et en tant que journaliste reporter d'image, et c'était génial cette époque. À ce moment-là, je vais dire que ma carrière commençait. Et là, c'était beau, c'était très beau, parce que c'était une vie, on va dire, remplie de voyages, de soirées, de paillettes, de paillettes et de fonfons, et puis de radio, tout ce que ça comporte, en fait. Ouais. Et à l'époque, toi, tu travaillais à la radio, toi. Ouais, j'étais à Énergie. Ah ouais, donc là, ouais, ben voilà, tu vois, voilà. Quand on se croisait dans les couloirs, je disais, waouh, cette femme, tout et tout. Mais tu vois, en fait, voilà, c'était toujours ça, tu vois, tu observes, tu te dis, punaise, mais ouais, voilà, en fait, c'était ça, c'était tout ce milieu-là. Ouais, c'était vraiment une belle vie que je néglige pas non plus, mais si on n'a pas la tête sur les épaules, on peut se perdre aussi dans ça, dans tout ça. Exactement. On était jeunes, on avait accès à beaucoup de choses, énormément de choses, très facilement. Oui. Et je pense, que tu le dis très bien, hein, si on n'a pas la tête sur les épaules, si on n'est pas bien entouré, on peut se brûler les ailes très facilement dans le milieu de la nuit, dans le milieu d'alcool, des choses comme ça. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, hein. C'est que beaucoup veulent toucher la lumière, mais quand on touche la lumière, on a peur de retourner dans l'ombre. C'est ça. Et ça, en fait, ça fait mal. Il y a des gens qui vivent ça très mal, hein, qui retournent dans l'ombre, et ça fait très très mal quand on retourne dans l'ombre. Donc on veut toujours briller, on peut briller mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autant la lumière, on fait la mise en lumière, ben on va aller briller dans le dark. Et dans le dark, tu vas briller dans le milieu obscur, parce que bon ben il faut que tu existes, et beaucoup de personnes veulent exister à travers ça. Moi, ceux qui veulent toujours la lumière, je leur dis attention, faut aussi, il va falloir aussi connaître les ténèbres, parce que c'est un temps. Et ce temps, ça dure quoi? Ça peut durer 20 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 10 ans. Mais ça, on te le dit pas quand t'arrives. Ah non. Et quand tu vois les portes qui s'ouvrent, et après les portes qui se ferment, tu te dis oula, j'avais pas pensé à la suite, j'avais pas pensé à vraiment créer mon chemin pour moi, et il faut le créer. Et c'est là que la conscience de soi est importante, et si tu ne l'as pas assez solide, et si tu n'as pas une maturité d'esprit de pouvoir faire la part des choses, tu te fais bouffer.
Tu te fais bouffer. À cette époque, tu vis une vie, on peut dire, aux Antilles rêvée. Tu es heureux, ça se passe bien. Et c'est à cette époque que tu as ton accident. Alors, à l'époque, je te dresse le portrait, tu rentres partout gratuitement, tu as les femmes que tu veux, tu dors dans les plus grands hôtels de l'île, tu voyages partout, tout le monde a le regard a quand même un regard bienveillant sur toi, tu as tout ce que tu veux. Mais vraiment tout ce que tu veux, je pèse mes mots, hein, c'est que tu rentres partout gratuitement, tu vas partout, tu as des prix, t'as vraiment du favoritisme, on va dire, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et là, en fait, dans cette vie, j'ai 19, 20, 21, 22 ans et à 23 ans, là où je suis à l'apogée de ma vie, où je rentre à Martinique Télé la première, où j'ai 4500 euros d'argent de poche, parce qu'en fait, t'as tout gratuitement, même l'appartement. Ouais. Là où tu loges, c'est vraiment tout bénef pour toi, en fait. J'ai 4500 euros qui rentrent dans ma poche, clairement, et là, j'ai un carton, j'ai mon accident le 17 octobre 2005 à 23 ans, où je tape une voiture de plein fouet à 130 km/h, et là, c'est le drame absolu, où je perds mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, 2 ans d'hôpital. C'est interminable. C'est un truc, c'est de tout à rien, en fait. Et ça se passe en 1 seconde. Et ça se passe en une fraction de seconde, et il faut tout reconstruire après. Il faut tout refaire, il faut tout reconstruire. Ouais. Quand tu te réveilles à l'hôtel, à l'hôpital. Quand tu te réveilles à l'hôpital, tes premières pensées, est-ce que tu te rappelles de tes premières pensées, de ce que tu ressens? Tu t'en rappelles? Je me rappelle de mes premières pensées, mais mes réactions ne sont plus pareilles, ne sont plus les mêmes. Mes pensées ne sont plus les mêmes. Tu sais à ce moment que tu as perdu des membres ou tu n'arrives pas encore à réaliser? Je suis prêt, en fait. Je suis prêt à savoir exactement ce qui m'arrive, et je veux découvrir ce qui m'arrive à ce moment-là. Et là, je fais le chemin inverse de beaucoup de personnes qui, elles, ne voulant pas et font fi à leur situation et rejettent leur situation. Moi, je veux la connaître, je veux la comprendre, je veux la maîtriser, je veux rentrer dedans, je veux le vivre, je veux découvrir, en fait, ce qu'il y a. Parce qu'en fait, dans mon coma, il m'a été expliqué des choses bien simples, et dans ce coma-là, il faut que je m'attache à ce système de pensée, à ce mindset que je viens de découvrir, et du coup, maintenant, je dois rentrer dans quelque chose. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à prendre conscience du fait que j'ai plus le bras, je commence à prendre conscience que j'ai plus la main gauche, je commence à prendre conscience que ma main droite, elle est complètement abîmée, je commence à prendre conscience que ma jambe gauche n'est plus là, ma jambe droite n'est plus là, je commence à prendre conscience que ma jambe gauche ne fonctionne plus, je commence à prendre conscience aussi que mon corps, je ne sens plus de la moitié de mon corps à plus de 80%. Je commence à prendre conscience aussi que je suis dans un lit d'hôpital, que je me réveille avec des tuyaux partout, que là, les choses ne deviennent plus pareilles, que ma sexualité, elle change, que ma vie change, et que là, en fait, il y a un mindset totalement différent. Et en 1 semaine, les médecins qui rentrent dans ma chambre commencent à me dire, mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous arrive? Donc, ils posent des questions. Ouais. Et là, on rentre dans un univers totalement différent. Là, c'est un univers, c'est plus de flonflons et de paillettes. On n'est plus dans le paraître, on est dans l'être. Mais ça t'a pris combien de temps pour vraiment être conscient de ça? Pas qu'1 semaine. Une semaine. C'est ça, 1 semaine. Et c'est là que c'est immense, parce que la médecine, à ce moment-là, elle pose des questions, elle demande, elle pose des questions, elle me pose des questions. J'ai vu 7 psychologues. Mais oui, parce que mais toi, parce que même moi, tu me dis ça, je me dis, mais non, mais après ce que tu as vécu, parce qu'1 semaine, c'est rien, on est conscient de ça. Et qu'après une semaine, tu te dises, OK, là maintenant, c'est une nouvelle vie qui m'attend, j'ai plus mes membres, j'ai plus mon corps, il va falloir que je redéfinisse ma vie et comment je veux la vivre en 1 semaine, et que tu aies cette faculté de te dire, OK, j'avais une vie avant,
maintenant, c'est autre chose qui va se passer. Et d'accepter ça, je me dis, waouh. Tia, j'étais effrayé du fait que les gens ne comprennent pas ce que je disais, effrayé de la compréhension que j'avais et du mindset que j'avais pu acquérir. J'étais effrayé de mes amis quand ils m'auraient vu. Est-ce qu'ils auraient compris ou accepté ce que ce que j'ai compris et ce que je leur dis, ce que j'explique. J'étais effrayé de pouvoir rencontrer mes parents et de pouvoir leur expliquer ce que je vis, c'est génial. J'étais effrayé de ça. C'est dingue. J'étais tellement effrayé. Donc, les psychologues, quand ils arrivaient, je leur expliquais le truc. Ils me disaient, mais monsieur, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ça. Et c'était juste, c'était impressionnant parce qu'en fait, les psychologues, ils arrivaient pour moi et finalement, ils venaient pour eux, en fait, à la fin. Parce qu'ils m'expliquaient des choses. Ouais, ben, ils m'expliquaient des choses. Ils me disaient, et pendant, ça fait 16 ans maintenant. Ça fait 16 ans, cette situation. Et quand j'explique aux gens des choses, 16 ans, le temps m'a donné raison et le temps a permis à certaines personnes qui avaient du mal à croire que j'étais pas dans le déni et que j'étais dans une réalité et qu'ils voient vraiment aujourd'hui, ça démontre bien. 16 ans a bien démontré et a appuyé le fait de ma situation et ce que je comprenais. Mais oui. Est-ce que tu penses que cette force mentale que tu as eue à ton réveil, est-ce que tu penses que tu l'avais déjà, mais que tu ne savais pas comment l'activer, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment l'accident qui t'a éveillé sur autre chose, une nouvelle façon de voir les choses? Nous avons déjà tout. Nous avons déjà tout. Tia, tu as déjà tout en toi. Nous avons déjà tout, mais vraiment tout. Maintenant, après, quand on est sur cette terre-là, nous devons manifester ce tout-là. Nous devons manifester ce tout-là sur cette terre-là, en fait. Et le souci, c'est que ayant déjà tout, eh ben, il nous arrive des événements qui feront qu'un moment, tu vas manifester ce tout qu'il y a en toi. Et tant que tu ne l'as pas manifesté, tant que tu ne l'as pas compris, ces choses vont se répéter jusqu'à ce que tu l'aies compris pour le manifester. Et moi, en fait, j'ai eu ça dans mon coma, il m'a été expliqué ça. Et quand je suis arrivé, je n'avais que à manifester ce pourquoi j'étais là. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. T'avais pas d'autre choix. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais pas d'autre choix. En fait, oui, j'avais le choix. J'avais ce choix. J'avais ce choix de pouvoir accepter de déprimer, de rentrer dans dans le dark. Ouais. Comme j'avais le choix de briller, en fait. Et quand j'ai essayé de faire dans le dark, ça m'allait pas, en fait. J'étais pas à l'aise avec ça. Parce que je me suis mis nu un jour, j'ai fait ça. Je me suis mis nu devant un grand miroir, avec mon bras en moins, ma jambe en moins, et me dire, mais quand même, c'est pas une histoire que tu te racontes, tu vois. Regarde bien, t'es en fauteuil roulant, t'es foutu, mec. T'es foutu, regarde, ta vie, elle est foutue. Et même en essayant de faire ça, dans ma tête, c'était pas ça. Je disais, ouais, mais tu vas opérer dans ça. Tu vas opérer parce que cette enveloppe, oui, mais elle est comme ça, mais ce qui est dans ta tête est beaucoup plus puissant. Ce qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus puissant que l'extérieur. Et c'est ce que j'ai manifesté, en fait. Et c'est ce que j'ai démontré après. Quand tu sors de l'hôpital, comment tu réussis à te réadapter à ta nouvelle vie? Comment tu le vis? Je fais fi de tout ce qu'il y a d'aspect extérieur et des difficultés qui sont à l'extérieur. Je manifeste ce que je suis. Quand quelqu'un ou une situation en face de moi paraît compliqué, c'est à moi d'apporter une réponse pour que ces choses-là puissent être changées en accessibilité, en force ou en solution. Je m'explique. Quand j'arrive quelque part où quelqu'un se pose des questions sur ma situation et voit ma situation et la détermine comme terrible, c'est à moi de lui expliquer que ma situation n'est pas terrible. Elle est ce qu'elle est. Et voici les belles choses que j'ai pu en découler. Et voici les belles choses que j'ai pu faire de cette situation. Et donc, cette personne-là, au bout de 15 minutes, changera sa perception sur la situation et verra réellement que cette situation n'est pas une situation dramatique, c'est une solution. OK? Donc, c'est pareil pour l'accessibilité.
matériel, en fait. Ma voiture n'était pas adaptée. Il fallait l'adapter pour que je puisse la conduire et l'amener d'un point A à un point B. Ma maison n'était pas adaptée ou l'un lieu n'est pas adapté. Il fallait adapter ce lieu pour pouvoir le faire. La société l'a bien compris maintenant. Et aujourd'hui, on fait des routes, on fait des trottoirs, on fait des fauteuils accessibles, on fait des choses accessibles, on fait des lits accessibles, on fait plein de choses. La technologie devient accessible pour les gens en personne en situation de handicap. Parce que les gens, ils ont compris qu'en fait, que ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Donc, en fait, le problème qui nous arrive n'est pas le problème qui nous arrive, c'est la réaction que l'on a à ce problème qui fera toute la différence. Donc, du coup, c'est ça. C'est constamment ça. Et quand on commence à penser comme ça, à réagir comme ça, les choses deviennent différentes. Ouais. Les choses deviennent différentes constamment, mais tout le temps, de l'intérieur à l'extérieur, jamais le contraire. Et moi, j'ai compris. Donc, quand un événement vient à moi ou arrive à moi, ou une situation arrive à moi, c'est pas la situation que je vais blâmer. C'est ce que je vais en faire de cette situation. Et si je décide qu'elle m'affecte, oui, elle va m'affecter. Mais si je décide qu'elle ne m'affecte pas, eh ben, c'est à moi d'en faire ce que j'ai à faire avec elle. Mais tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis là, sur le fait de vivre quelque chose qui t'affecte et de décider que ça ne t'affectera pas. Je pense que la majeure partie des gens n'arrivent pas à faire ce travail. Tu sais, on vit des choses, tout en chacun, on va vivre des choses plus ou moins graves. Et ça aussi, c'est quelque chose de subjectif parce que ce que je considère grave ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Mais là n'est pas le sujet. C'est nous vivons des choses que nous considérons graves. Et tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, quand tu vis ce truc-là, tu vois que la douleur, tu ne ressens que la douleur. Comment dire aux gens, OK, tu vis quelque chose de douloureux qui te fait mal, mais tu as la force de vivre cette chose-là différemment alors que ça te fait mal. Comment on fait ça? Comment on réussit? Déjà, il faut rien prendre de façon personnelle. C'est qu'une douleur qu'on ressent est une douleur du corps nous indiquant que là, il y a un soin à amener. On ne combat pas les ténèbres par les ténèbres. On combat les ténèbres par la lumière. Donc, en fait, en réalité, quand on a un membre qui nous fait mal ou une situation qui fait mal, il faut amener quoi? La guérison. Donc, il faut comprendre pourquoi ça fait mal. Mais ne rien prendre de façon personnelle. Déjà, c'est très important parce que les gens, souvent se disent, ah oui, ben moi, j'ai mal à la jambe, mon corps me fait mal. D'accord? Ton corps te fait mal. Mais est-ce que toi, tu as fait les démarches nécessaires pour comprendre ce qui se passe? Eh ben non, mais mon corps me fait mal, ça me fait mal. Non, mais va voir, va consulter. Et une fois qu'on t'a sorti exactement le diagnostic de pourquoi et le comment, la médecine va s'occuper de sa partie. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir trouver des mots et de changer ton alimentation, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de différent, pour avoir des résultats différents. La résilience aussi passe par là. Ouais. C'est souvent accepter ce qui nous arrive pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. J'accepte le fait que je puisse aller voir quelqu'un et cette personne m'ait refusé. Si elle m'a refusé, c'est pas quelque chose de personnel. Elle vient de me dire oui, non, c'est juste que je ne veux pas de toi dans ma vie. Ok. Donc, si elle ne veut pas de toi dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu es une erreur ou que tu es une mauvaise personne. Ouais. Ça veut simplement dire que cette personne-là, c'est pas le choix qu'elle veut dans sa vie. Ok. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, ne le prends pas de façon personnelle. Ne te sens pas rejeté par cette personne. Elle a fait un choix. Je respecte ça. Mais c'est vrai que c'est tellement dur quand t'as mal de réussir à aller au-delà de la douleur. Je pense qu'il faut vraiment une force mentale extra. Cette douleur est un signal pour dire qu'il faut aller autre part. Ouais. Ou il faut faire quelque chose de différent, c'est tout. Cette douleur est un signal pour dire, mais attends, arrête de faire ce que tu fais. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à avoir ce que tu as. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Exactement. Arrête, ça te fait mal, arrête. Ne fais pas ça. Et en fait, le problème, c'est que je suis toujours effaré par quelqu'un qui puisse me dire, mais moi, ça marche pas, je comprends pas, mais pourquoi tu persistes? Je te demande pas d'abandonner. Je te demande juste de faire quelque chose de différent. Pourquoi tu persistes dans quelque chose qui ne fonctionne pas? Pourquoi tu persistes? Ça fait mal. D'accord? Ben, pose-toi.
Ben oui, je suis dans une relation et cette relation-là me brise. Ok, d'accord. Alors, elle te brise pourquoi? Ben parce que mon mari n'est pas comme ça, ma femme n'est pas comme ça, ma relation n'est pas comme ça, mes enfants ne font pas comme ça, mes enfants ne font pas. Je dis, attends, tu viens de me donner toutes les excuses extérieures de la situation qui te fait mal. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais oui, mais moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Non, C'est pas la question. j'aimerais. C'est pas la question. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, est-ce que ben oui, mais moi, j'exige que mon mari, il doit m'aimer comme ça, ou bien ma femme, elle doit m'aimer comme ça. Mais non, mais arrête. J'ai compris. D'accord. Ok. Les autres. Mais toi. Et là, quand on arrive sur le toit, ça fait mal, tu vois. Parce Bah que oui, le toit, ben, en face, en fait. exactement. Je pense que le truc, c'est beaucoup plus facile de se projeter sur l'autre par rapport au regard de l'autre. Et comme tu le dis dans ton exemple, souvent rejeter la faute sur l'autre, parce que finalement, si on parle de soi et qu'on se regarde en face, on regarde aussi ses erreurs, ses défauts. Et ça, c'est compliqué. Ben oui, ben c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils veulent des 10. Ils veulent des 10, mais ils ne veulent pas être des 10. Ouais. OK? Donc, quand tu veux un 5, il faut que tu sois un 5. Si tu veux un 10, sois un 10. C'est ça. Si tu veux un 12, sois un 12. Mais ne sois pas un 1 et que tu veuilles un 12 pour te faire, parce que le 12, lui, il est normal qu'il va pas regarder 1. Il va pas regarder 2, il va pas regarder 3. Il est 10. Et quand il est 10, il va regarder les 10 en face. C'est ça, en fait. Il va regarder les 10 qui sont en face et il va choisir parmi les 10. Mais jamais il va choisir un 2, un 3, un 4, un 5. Alors, on me dit souvent que cette note, ça fait mal d'entendre. Je dis, mais ouais, mais écoute, c'est la réalité des choses. C'est exactement. Mais justement, est-ce que tu penses pas que, je garde ton exemple de chiffre, quand on est un 5, par exemple, et qu'on n'a peut-être pas conscience qu'on est un 5, mais que inconsciemment, on est toujours attiré vers des 10, 15. Est-ce que tu penses que c'est pas un manque de confiance en soi pour combler justement ce qu'on n'est pas? Tu l'as dit, c'est un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi et le souci, c'est que quand tu veux des 5, 10, n'oublie jamais que c'est une note que tu as attribuée à quelqu'un. Ouais. Et donc, c'est une note que tu t'attribues aussi. Ouais. Donc, en fait, en réalité, ce que tu dois faire, c'est que quand tu attribues une note à quelqu'un, observe ce qu'elle fait, ne sois pas jaloux de ce qu'elle fait, mais par contre, essaye de faire ce qu'elle fait. Et si tu fais ce qu'elle fait, si cette personne, elle va en salle et elle fait, je dis un truc, elle fait 12 heures de salle ou elle fait 4 heures de salle. Vas-y, pose-toi la question, est-ce que toi, tu fais 4 heures de salle? Parce que tu veux ressembler à cette personne, tu veux ça, tu veux son résultat. Eh bien, comme tu veux ce résultat, fais 4 heures de salle. Et quand tu feras 4 heures de salle, peut-être qu'à un moment, cette personne, elle va se retourner en disant, hey, Tia, tu fais 4 heures de salle, toi? Je dis, ouais, tu fais 4 heures. Ah, ouais, ben, ouais, ok, cool, Tia. Ben, tu sais quoi? Ça te dirait qu'on fasse 4 heures de salle ensemble tous les jours? Ah, ben, ok, pourquoi pas? Et là, cette personne, elle va s'intéresser à toi. Parce que tu fais 4 heures de salle. Mais si tu fais 2 heures de salle, t'étonnes pas qu'elle s'intéresse pas à toi. Parce qu'en fait, en réalité, elle te verra pas. C'est comme des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'aimerais avoir, je sais pas, j'aimerais avoir un millionnaire. Je dis, ok, d'accord, mais si 5 personnes que tu côtoies, est-ce qu'elles ont 1 million sur leur compte? Non. Ben, écoute, là, t'es mal, quoi, en fait. Pourquoi? Ben oui, parce qu'en fait, il y a aucun millionnaire dans ton entourage. Donc, tu pourras jamais être millionnaire et tu pourras jamais rencontrer un millionnaire. Et en réalité, c'est ça, en fait. C'est que si tu veux, si on te dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. Moi, je te dirais, dis-moi qui tu veux être, je te dirai qui fréquenter. Aussi. Aussi. C'est ça. C'est vrai. Parce que c'est si t'as pas un millionnaire parmi tes amis, tu seras pas millionnaire, mon ami. Ouais. Parce que souvent, moi, quand j'entends quelqu'un me dire, ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur, machin, tout ça, je lui dis, mais t'en as ou pas? Parce que celui qui te dit ça, il l'a pas. Donc, en fait, il a peut-être se réconforter de quelque chose. Mais par contre, j'aimerais entendre un mec qui a et qui me dise, l'argent ne fait pas le bonheur. Là, je vais l'écouter. Le mec, il m'emmène à Dubaï. Je suis à Dubaï avec lui. Le mec, il a des sous, il est millionnaire. Et il me dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais l'écouter. Ouais. Parce qu'il a 3, 4 millions sur son compte. Il a des milliards d'euros sur son compte. Et puis, lui, il me dit ça. Mais j'ai jamais rencontré un millionnaire qui m'a dit, enfin, en tout cas, moi, mes copains millionnaires que je connais, ils me disent pas que l'argent ne fait pas le bonheur, hein. D'accord? Mais ils me disent, mais il y contribue largement. Clairement. Et quand je déprime dans un avion à New York ou à Miami. Et si ça va pas, je peux me faire un restaurant à Dubaï
ou en Allemagne si j'ai envie, si ça va pas. Mais il me dit pas, ça va, ça, c'est rarement quand il me dit, alors je ne fais pas le bonheur, hein. Donc, en fait, en soi, pardon, mais en soi, chaque fois que tu veux quelque chose que tu n'as pas dans ta vie, essaye de rencontrer quelqu'un qui a cette chose-là et demande-lui comment il a fait et commence à mettre en pratique ce qu'il fait. Et ça, tu auras du résultat dans ça. Mais moi, il y a une phrase que je dis très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est que, alors c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, hein, c'est que on est la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, mais carrément. regardez qui nous entoure et on verra où on va. Faut juste regarder les gens qui nous entourent. Et c'est tout bête, mais c'est vrai en fait. Et moi, je sais que pendant très longtemps, bah, ça m'importait peu parce que j'avais pas d'objectif de vie, je vivais au jour le jour. Et puis quand j'ai compris que ben non, en fait, oui, l'instant présent c'est bien, mais que j'ai besoin d'un objectif de vie, ben mes fréquentations ont changé. Mes fréquentations ont changé. Et aujourd'hui, les gens que je fréquente, ben, c'est des gens qui sont alignés avec mes valeurs. C'est des gens qui, comme tu as dit, qui ont fait ce que j'ai envie de faire ou qui sont en train de faire ce que j'ai envie de faire. Et on se porte vers le haut, on échange sur des trucs qui pour moi, ont de la valeur. Et c'est comme ça que je progresse aussi. Donc, c'est super important. Tu sais, on dit souvent, on le dit souvent et je te rejoins parfaitement. Ce que tu viens de dire est exact. On dit souvent, vaut mieux être petit chez les grands que être grand chez les petits. Exactement. Parce que si tu es le premier parmi les petits, ben, tu es le premier, tu es le grand des petits. Mais si tu es le petit parmi les grands, tu es le petit parmi les grands. Donc, tu vois, il est préférable des fois. Moi, je me suis entouré d'investisseurs, par exemple, et des manias de l'immobilier. Ouais. Mais je suis le plus petit d'investisseurs parmi tous les millionnaires qui sont autour de moi, mais je suis le plus petit. Et le plus petit, je me prends des claques, j'apprends tout le temps parce que les mecs, ils sont devant moi. J'ai des entrepreneurs, mais vraiment, sur l'île, j'ai des entrepreneurs beaucoup plus talentueux que moi et j'apprends et j'aime ça parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont puissants. Et quand ces gars-là sont puissants, quand ils me parlent, je suis comme un gamin. Mais comme un gamin, parce que j'écoute, tu vois, j'écoute et je dis, ah ouais, t'as fait ça comme ça, ok, bien, t'as fait ça comme ça, ok, d'accord, et j'apprends parce qu'il me booste, il me fait, et ça, je me suis entouré de personnes vraiment, vraiment très, très, très puissantes sur l'île, mais qui, elles, n'ont que faire de moi, en fait. Elles n'ont que faire de moi, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, comme elles n'ont que faire de moi, eh ben, moi, je m'aligne, tu vois, j'apprends et je m'aligne, en fait. Genre, elles n'ont aucun intérêt. Tu restes derrière. Voilà, elles n'ont aucun intérêt de me fréquenter. Et ça, je trouve ça génial. Et ça me permet de grandir. Et c'est pour ça, sur mes réseaux sociaux, les gens me disent, mais comment tu fais? Je dis, ouais, parce que je suis content, parce que là où je suis, dans le cercle où je suis le plus petit. Et étant le plus petit, eh ben, ça me draine, en fait. Ça me draine, ça me challenge, ça me permet de voir que, eh ben, ok, dans mon couloir, je suis le plus petit. Et ces mecs-là me drainent, quoi, en fait. Et ça, c'est beau. C'est beau. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, quelqu'un qui nous écoute et qui est motivé, tu vois, qui a un objectif de vie, qui se dit, voilà, moi, j'aimerais être cette personne-là, j'aimerais incarner cette personne-là, par exemple, dans 5-10 ans. Et ce que je suis en train d'écouter là, ça me parle. Donc, il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Mais, par exemple, cette personne ne se sent pas à la hauteur. Comme tu dis, tu sais, on est les plus petits parmi les gens qui nous entourent parce qu'on veut être aligné. Mais des fois, on se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. Comment faire? Comment passer ce cap où on se dit, OK, je sais ce que je veux être, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de pas avoir les épaules pour. Toi, tu dis quoi? Ne fréquentez pas les personnes qui vous regardent avec des yeux qui brillent. Il faut éviter de regarder en fait, faut éviter d'être avec trop de personnes qui ont les yeux qui ont les regards virés sur vous, en fait, qui vous regardent avec des yeux qui brillent, en fait, parce que ça vous donne une sensation de réussite, et cette sensation de réussite là ne t'emmène pas quelque part, en fait. Il faut que tu fréquentes des personnes, en fait, qui n'ont que faire de toi, en fait, qui, elles, peuvent vivre sans toi. En fait, des personnes qui te tirent, qui arrivent à te parler franchement, qui arrivent à te mettre. Moi, j'aime entendre la vérité. Ouais. J'aime entendre la vérité. J'aime entendre les choses qui ne vont pas chez moi.
Tu vois, si t'as pas confiance en toi, c'est compliqué. non, mais la confiance en soi, ça se travaille. Et c'est justement, elle passe par là. C'est quand on te casse, en fait. Plus on te casse, pas des gens qui te flattent. Quelqu'un qui te flatte ne t'amène pas en haut. Mais quelqu'un qui te dit les choses comme elles sont, c'est là que la confiance en soi, elle commence à grandir. C'est moi, si quelqu'un n'est pas prêt à entendre les choses qui blessent, c'est pas la peine, en fait. Moi, j'aime bien les choses qui blessent. Moi, je suis le genre de mec, et franchement, qui peut être dans une relation avec quelqu'un, et si cette personne là m'a trompé, je suis capable de lui demander exactement, dis-moi comment, quoi et pourquoi, et dis-moi les choses. On va me dire, mais non, mais t'es un malade, toi, tu veux savoir. J'ai dit, non, mais dis-moi, parce que j'ai envie de savoir ce que tu me reproches et ce qui va pas. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça qui va me permettre de grandir. Parce que ma prochaine relation, je sais que ma prochaine relation, je vais pas refaire les mêmes choses. Alors moi, J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère, parce que je pense que c'est une force de caractère de se dire non, je veux entendre ma vérité, je veux, même si elle fait mal, même si ça me met face à mes défauts, à mes lacunes, j'ai besoin de l'entendre parce que, comme tu dis, ça me fait progresser. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette force. Et je me dis, c'est peut-être compliqué de faire ce travail en se disant, OK, la personne qui est en face de moi, comme tu le dis, elle n'est pas obligée d'être là. Et si elle est là et qu'elle me dit ça, c'est pour me faire progresser et il faut que je le prenne comme ça. Et je me dis que c'est pas évident, quoi. Alors, je vais répondre à ça, mais cette réponse, elle sera une réponse inattendue. Ouais. Je vais dire à cette personne de tomber. Mais tombe jusqu'au bout, jusqu'au fond, au point où tu ne pourras plus que tu n'auras plus que pour réponse de te relever. Ouais. Parce que ce n'est que ça, en fait, en réalité. C'est le nombre de coups, c'est pas le nombre de coups que tu vas donner qui serait important, mais le nombre de coups que tu vas encaisser. Et plus tu vas encaisser, il y aura un moment où tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir confiance en toi. Parce que il y a pas la confiance en soi n'est pas un remède miracle, en fait, en réalité. Ce n'est qu'un ensemble de choses qui fait qu'à un moment tu te dis non, j'ai ras-le-bol et je ne veux plus de ça. Et maintenant, là commence la véritable construction de soi. Moi, sur mon lit d'hôpital, il m'a été expliqué des choses dans mon coma qui font qu'à un moment, j'étais hermétique, et je le suis encore, hermétique à toute critique qui soit pas constructible. Tu vois? Ouais. Donc, en soi, tu peux arriver devant moi en me disant, je sais même pas, je suis tellement hermétique au truc que je n'arrive même pas à te mettre un exemple sur la table. Parce que je n'arrive même pas moi-même à sortir à quelqu'un une critique qui soit pas constructible, en fait, tu vois. Ouais. Mais quelqu'un qui arrivera, qui te dit, mais t'es pas capable de faire quelque chose. Mais la question serait, sur quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour me dire ça? Ouais, clairement. Et c'est ça, en fait. Et la réponse, en fait, c'est sur quoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui me dit, oui, mais je veux aller d'un point A à un point B. Je dis, ouais, ok, d'accord, mais tu vas aller d'un point A à un point B. Mais et là, c'est une question piège. Je vais dire, mais est-ce que tu as prévu un plan B? Et cette personne me dit oui. Je dis, ben, c'est la meilleure façon de se rétamer. Parce que moi, quand je vais quelque part, ben, j'ai pas prévu de plan B, en fait. C'est que je me dis, je vais quelque part. Et puis, si j'échoue, ben, je vais apprendre. Et puis, j'irai après, sur le point où je vais arriver, eh ben, je vais aller à un autre point après, tu vois. Je vais définir un autre point, mais je vais pas définir un point en me disant, mais je vais aller par là, mais sinon, si ça marche pas, je vais faire ça. Non. Je vais dire, je vais aller par là, en fait. Je vais au casse-pipe. Et si c'est le casse-pipe, ben, ok, d'accord, ben, voilà, ben, à ce moment-là, j'aviserai. La confiance en soi. Oui, vas-y. La confiance en soi n'est pas quelque chose sur lequel il n'y a pas de baguette magique, en fait, pour avoir la confiance en soi. La confiance en soi est l'accumulation de nombre d'erreurs qui fait qu'à un moment, tu te dis, je ne vais plus refaire, et tu sais que tu ne veux plus. Ouais. Donc, ça grandit. Oui. Est-ce que tu arrives à avoir peur? Ah, mais j'ai tout le temps peur. La peur existe. La peur est tout le temps là. La peur est là. La peur, mais justement, la peur, si on l'a plus, c'est plus excitant. C'est plus cool. La peur, mais par contre, j'ai réussi à dompter la peur. La peur, elle est géniale. La peur, elle est géniale. Mais j'ai réussi à justement, quand elle est là, je me dis, ok, ben, c'est là que je dois aller, parce qu'en fait, en réalité, c'est derrière cette peur-là qui se cache la plus belle chose, en fait. Donc,
Oui, je tremble. Ne crois pas que ce podcast, par exemple, quand on doit le faire, que moi, je suis pas en train de me dire, oh, putain, mais, wow, Mika, non, j'ai une boule au ventre. À un moment, je me dis, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je vais dire, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je vais, non, et pour autant, à un moment, il faut y aller, et puis quand on y va, quand on le commence, euh, ça va, et puis de fil en aiguille, on en sort quelque chose. Mais je ne peux pas dire que la peur n'existe pas. La peur, elle est bien réelle. Si je vais en investissement et je me dis, bon, allez, je vais investir en bourse ou je vais investir dans l'immobilier, le risque, il est toujours là. Le risque, il est toujours. Et il peut y avoir une grosse crise économique demain. Il y a plus de touristes, machin. T'as plus les villas qui se louent. Il y a plus de trucs. Qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois? Oui, t'as 300, t'as 400 000 euros, t'as 1 million d'investissements là. Merde, si ça se casse la gueule, comment tu vas faire, tu vois? La peur, elle y est. Mais ça Mais t'empêche pas d'avancer. non, ça n'empêche pas d'avancer parce qu'en fait, en réalité, tu te dis, ok, bon, quand ça arrivera, tu trouveras une solution comme toutes les fois où tu as trouvé des solutions auparavant. C'est ça, en Tu fait. vois? C'est comme le chagrin, quoi. On a tous vécu un chagrin d'amour et pour celui qui ne l'a pas encore vécu, le vivra un jour. Tu te dis, mais comment je vais faire pour vivre sans cette personne? Et puis au final, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu te dis, mais attends, mais franchement, pour ça, je C'est me faisais ça, du bien, quoi. c'est Pour clair. ça, tu vois, pour ça, je me faisais du bien. Franchement, faut arrêter, quoi. Et quand tu revois la personne, tu te dis, putain, pourquoi je faisais du bill pour cette personne, en fait, en réalité? C'est clair. C'est nul, en fait. Mais à l'époque, rappelle-toi bien, mais t'avais le souffle coupé et tu te disais, mais sans elle, c'est pas possible. Non, 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 mais non, attends, reste. Et tu cherchais des choses médiocres pour qu'elle reste. Tu cherchais vraiment des choses médiocres. Tu te mettais à plat. Tu te mettais même à la plaie des heures pas possibles à trouver, à envoyer des textos, des trucs comme ça pour une personne qui en avait strictement rien à faire de toi. Mm. Non, non, moi je pense qu'aujourd'hui, la plus belle chose, c'est de se dire, ouais, je sens cette peur-là, mais je vais tester. Je vais le faire. L'envie est trop forte, en fait. L'envie est trop forte. Ouais, je sais que moi, je dois travailler sur ça. Alors, si c'est de la peur, clairement. Mais tu vois, moi, je fais partie de ces gens qui réfléchissent énormément quand il y a de la peur. Mais je vais y aller. Je vais y aller, mais je prends énormément de temps parce que la peur me fait me poser énormément de questions parce que ça veut dire que je sors de ma zone de confort, que je vais quelque part où j'ai pas l'habitude d'aller. Et ouais, je réfléchis beaucoup, beaucoup, voire trop des fois. Mais ouais, c'est Je un vais te travail dire, à faire. je vais te dire, le futur est une promesse. Le passé et le passé, tu ne pourras plus jamais rien faire pour. Ouais. Mais en étant trop dans le futur, et je remarque que là, c'est l'une des causes de dépression. Les premières causes des dépressions, c'est que les gens vivent dans le futur. Donc, comment ça va se faire? Mais est-ce que ça va se faire? Et si ça se passe pas comme ça? Et si ça va... En fait, on est en perpétuel devenir. Et le problème, c'est que en étant comme ça, on se fait beaucoup de mal parce que on est en train d'imaginer des choses qui n'existent pas du tout. Le vrai pouvoir est dans l'instant présent. Et là, aujourd'hui, je vais prendre cette décision de faire ça. Et c'est ça, en fait. Et moi, en fait, depuis mon accident, ça fait 16 ans que je reste dans le moment présent. Je veux savoir les risques et des prévisionnels. Et ok, d'accord, les risques, voilà ce que je risque, voilà ce que je peux perdre, voilà ce que je peux gagner. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord, ok. Maintenant, là, est-ce que j'ai envie de faire ça? Et là, c'est la vraie question. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et si je sens que là, j'ai envie de le faire, je le fais. Je le fais et puis après, on verra. Mais c'est là, maintenant. C'est est-ce que j'ai envie de le faire? C'est comme si tu rencontres quelqu'un et là, cette personne te dit, tu sais, on va passer une soirée de malade. Et là, tu te dis, ou une journée de malade. Tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas? Et là, tu réfléchis. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Elle peut avoir plein de répercussions, hein, cette soirée. C'est vrai. Elle peut avoir plein de répercussions. Elle peut avoir des répercussions sur demain, sur le machin. Mais là, est-ce que tu as envie de passer cette soirée ou cette journée ou cette heure-là? En fait, cette question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as envie de passer ce moment-là? C'est très personnel, hein. Mais quand tu l'auras fait, il y a 2 choses. Ouais, ça peut tout changer. Mais il y a 2 choses. C'est que des fois, le plus souvent, moi en tout cas, quand j'ai eu des moments comme ça, j'ai pas regretté. Je me suis dit, ouais, je l'ai fait, c'était génial.
Alors moi, sur la le moment. dernière fois où je me suis posé cette question, est-ce que tu veux passer la soirée avec cette personne? Ben, je me suis mariée avec. Donc, Voilà. Eh ben, tu vois, et tu t'es marié avec, et là, tu vois, regarde, et voilà là où tu en es aujourd'hui. Et c'est beau. voilà. C'est beau parce qu'en fait, quand tu te poses des questions, tu se poser des bonnes questions Ouais. au moment même. Parce que, en réalité, ce n'est que maintenant. Maintenant, l'instant présent. Parce que le futur, franchement, il est existant que dans la tête, mais tu peux ne jamais le voir aussi. C'est vrai. Tu peux ne jamais le voir parce que ce soir ou dans une fraction de seconde, tout peut changer. Là, on peut mourir, là. Ouais. On peut faire ce podcast, et si je le fais pas de la meilleure façon possible, et si je le fais pas avec toute l'énergie dont j'ai, eh ben, peut-être que ce soir, je peux ne plus être. Et ce podcast-là reste le dernier podcast et devient le podcast que tout le monde va rechercher parce que ce sont les derniers mots. Ouais. Tu me suis? Ouais, non, clairement. Et ça a son importance. Tu comprends? Donc, en fait, en réalité, c'est l'instant là qui compte parce que dans les secondes qui suivent peut être toute autre chose ou peut être la fin. Et j'ai tellement conscience de ça et mon accident m'a amené ça, en fait. Mon accident m'a amené ça. J'ai tellement cette conscience-là qu'en réalité, je commence à sourire quand j'ai cette conscience-là et je commence à me dire, là, tu vois, Mika, ce que tu fais là, maintenant, fais-le bien. Fais-le bien parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Parce que demain, tu sais pas. Ou tout à l'heure, tu ne sais pas. C'est clair. Pour Voilà. toi, c'est quoi une belle vie? Une belle vie, c'est quoi? Ouais, Pour moi, ouais. l'instant. Ouais. C'est l'instant là, maintenant. On Tu en- sais, en fait, tu vas te mettre au soleil. Tu vas bronzer, tu te passes de l'huile sous le corps. Te passe pas de l'huile sous le corps comme si tu te passes de l'huile sous le corps, en fait. Passe-toi de l'huile sous le corps parce que là, tu vois l'instant là que t'es là et le soleil que tu as sous la peau, là, la douceur, la chaleur que tu ressens, eh ben, c'est cet instant là qui est à toi. D'accord? Donc, en fait, pareil, quand tu manges, quand tu manges quelque chose ou quand on prend ce thé là, tu vois, en ce moment, on le prend, le thé, Ouais. eh ben, bois-le, mais de la meilleure façon possible, en fait. Parce que c'est ça, en fait, qui est vrai. C'est ça, en fait, qui est vrai. Tu vois, c'est ce moment-là qui est vrai. Le problème, c'est que les gens n'en ont pas conscience jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils soient couchés sur un lit d'hôpital et qu'ils prennent conscience qu'en fait, le vrai pouvoir que nous avons, c'est maintenant. Clairement. Maintenant, parce que là, tu sais, quand j'étais sorti de l'hôpital, enfin, les urgences, parce qu'en fait, tu as plusieurs stades, hein. Tu rentres aux urgences, et quand tu sors des urgences, après, tu passes en salle, et en salle, c'est la salle ça, ce sont des salles entre les visites. On peut te rendre visite, mais bon, tu restes encore en observation, Ouais. et après, tu passes en salle de jour. Les salles de jour, c'est les visites et tout ça. D'accord? Ok. Parce que ton corps, il est plus stable. D'accord. Mais entre la salle de visite et la salle des urgences, en salle, je me rappelle très bien de la conscience que j'avais de vouloir voir le jour, parce que là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, en fait. Et tu es aseptisé, en fait. Il y a plein de, quand tu rentres, quand les gens rentrent, ils doivent vraiment se laver les mains, s'aseptiser. Tu as 3 visites normales, par jour. Tu ne peux pas avoir plus. Donc, en fait, les gens, c'est très protocolaire et on leur met des vêtements, on leur met des trucs et tu dois faire attention quand tu rentres dans la salle, ne pas tousser, ne pas éternuer, t'as un masque et tout ça. Mhm. Et les gens, ils te voient et tu les vois à travers une vitre. D'accord. Parce que tu es vulnérable, en fait. Ton corps est vulnérable. Et je me rappelle de ces moments-là où je voyais mes parents comme ça à travers la vitre. Ils pouvaient même pas me toucher, tout ça, et je voyais pas le jour, je voyais pas l'extérieur. Et je n'avais qu'une seule envie. Tu sais, c'était quoi? De sentir l'air extérieur. T'imagines ce que c'est? Je sais pas si les gens ils imaginent, mais de sentir l'air extérieur, mais pas l'air de la bonbonne de gaz que j'avais, mais l'air extérieur et voir le jour. Je me rappelle très bien de ce jour où on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit, je veux juste sortir de cette salle. Ouais. Ils m'ont dit OK. Et quand ils m'ont fait sortir la première fois où je suis sorti de la salle, j'ai pris l'odeur des plantes, des fleurs, l'odeur du poisson grillé, l'odeur du poulet grillé, l'odeur les senteurs, tu sais, les senteurs de l'île, en fait. Ouais, qui te sont Et là, je me suis dit, waouh! Et j'étais là, dans ce moment-là. Je peux pas expliquer ça à 10 000 personnes, mais ce moment-là était tellement important pour moi que
je me suis dit, waouh, je ferai en sorte de ne jamais oublier ça. Ouais, Et ensuite, après, il y a eu les semaines, les mois, les jours, les semaines, les mois, les heures, et qui font qu'à un moment, tu acquiers à vouloir plus de choses. Mais j'oublierai jamais ce moment dans l'instant où je voulais simplement respirer. Ouais. Respirer. Tu vois. Je vais te poser la dernière question qui pour moi, alors même si ce podcast fait partie de ceux qui me touchent le plus et tu sais déjà, mais une question qui j'ai vraiment envie de te poser parce que je suis sûre qu'elle restera dans le subconscient des gens qui écouteront. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou si tu avais un message à faire passer, quel serait-il? Le message que j'aimerais faire passer, c'est que ne soyez ni dans le futur, ne soyez ni dans le passé, soyez dans l'instant présent, mais qu'il y a mieux que vous, oui, il y a pire que vous, mais il n'y a pas comme vous. Il n'y a pas comme toi, mon ami. Et ça, je veux que tu aies conscience de ça. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui soit capable de faire ce que tu es capable de faire. Ne te compare ni à supérieur ni à inférieur, mais sois égal à toi-même parce que tu es la seule personne dans ce monde, depuis que le monde existe, tu es la seule personne à pouvoir faire ce que tu as à faire et tu seras la seule personne après ton départ qui sera capable de faire ce qu'elle avait à faire. Donc, fais ce que tu as à faire. Reste dans ton couloir, mon ami, et fais ce que tu as à faire de la meilleure façon dont tu as à faire parce que tu es le seul qui peut aimer de la façon que tu peux aimer. Tu es la seule personne qui peut aider de la façon que tu peux aider et tu es la seule personne qui peut donner de la façon qu'elle peut donner. Donc, donne à ton niveau ce que tu peux donner, mais donne tout parfaitement. Et c'est ce que je fais en fait. Je donne tout ce que je peux donner dans mon couloir et je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai cette conscience que après moi, il y aura jamais comme moi et avant moi, il n'y a jamais eu comme moi. Donc c'est ça en fait. Et nous sommes tous comme ça. On est tous dans ce couloir-là à faire ce qu'on a à faire. Regarde Tia, ce que tu fais, tu le fais et tu es la seule qui est capable de faire ça comme tu le fais. Personne ne pourra le faire exactement. Si quelqu'un devrait reprendre le podcast comme il est là et essayer de faire ce que tu fais, il ne pourra jamais le faire. Avec autant d'énergie, avec autant d'émotions, avec autant de pression, avec autant de pouvoir, avec autant de réseau. Parce qu'il n'a pas le même réseau que toi, il n'a pas le même vécu, il n'a pas les mêmes expériences, il n'a pas les mêmes histoires, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même trame de vie. Donc, personne ne pourra faire, Tia, ce que toi-même tu fais dans ton couloir. Personne. C'est ça. Et je trouve que c'est un magnifique message que les gens ont besoin d'entendre. Que vraiment les gens ont besoin d'entendre, surtout dans des périodes comme celle que nous vivons en ce moment où c'est pas facile. Je crois qu'on a besoin de ça, de cette lumière que tu envoies, de cette énergie que tu envoies et juste de se dire, ouais, on est unique et on est capable surtout de faire les choses et il faut croire en soi. Donc vraiment, Michael, merci d'avoir pris le temps de participer à ce podcast. Merci à toi, Tia. Émue comme jamais parce que merci à toi. Je sais l'impact que tes mots ont et ça résonne en moi. Donc vraiment, merci. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc au plaisir de te revoir au soleil. De toute façon, je reviens souvent au pays, donc au plaisir de te revoir au soleil. Et vraiment, merci du fond du cœur. Plaisir partagé et j'espère exactement voir ton mari, te voir toi aussi, vous voir tous les deux, vous rencontrer tous les deux et partager un autre moment encore avec vous au soleil parce que il y a que les vraies rencontres qui font les vraies histoires et les vraies expériences. Exactement. Donc moi, je suis pour ça, je suis là pour encourager, pour grandir et tant qu'on sera dans cet état d'esprit de pouvoir grandir, d'évoluer et d'aider à évoluer, moi, je suis dans ça. Je veux ça. J'aime ça. Et ce partage-là, j'ai vraiment pris plaisir à ce podcast et ce thé partagé avec toi. Sache-le. Merci. Merci aussi à vous qui nous écoutez. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous retrouvez Ma Pause Café avec Tia tous les lundis et sur toutes vos plateformes de podcast. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.